Les premiers cosmonautes qui fouleront la surface de Mars ne reverront jamais la Terre. Leur mission ne prévoit pas de retour. Les radiations commenceront à détruire leur corps dès le voyage dans l'espace. L'atmosphère de Mars ne les protégera pas, car elle n'existe pratiquement pas. Leur psychisme se brisera face à la réalisation que le lien avec la maison s'est transformé en une correspondance avec des fantômes, où chaque réponse arrive après plus de 20 minutes d'attente. Les agences spatiales gardent le silence sur les véritables risques, préférant parler de grandes découvertes, d'un nouveau foyer pour l'humanité et du triomphe des technologies. Mais les ingénieurs, les biologistes et les médecins connaissent la vérité. La protection n'existe pas. Les technologies ne sont pas assez développées. La médecine est impuissante face au cocktail de facteurs mortels qui attaquent chaque cellule simultanément. Nous avons pris l'habitude de croire au triomphe du génie humain. Nous avons débarqué sur la Lune, nous atteindrons Mars. Nous avons construit une station, nous construirons une base. Nous avons conquis l'Antarctique, nous viendrons à bout des déserts martiens. Mais Mars est une réalité totalement différente. Les lois fondamentales de la physique et de la biologie sont impitoyables. Chaque volontaire sait que ses enfants grandiront sans père. Les parents enterreront un cercueil vide. Le nom restera dans l'histoire. Le corps se transformera en poussière sur une planète où personne ne dressera de monument, où personne ne viendra se recueillir sur une tombe. Si ce sujet vous captive, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu, car ce que vous allez entendre maintenant changera à jamais votre vision des voyages spatiaux. Il y a un demi-siècle, Mars semblait être un paradis pour les explorateurs. Les écrivains de science-fiction peuplaient ces vallées de cités florissantes. Les scientifiques dessinaient des projets de terraformation. Les ingénieurs concevaient des vaisseaux pour des centaines de colons. Après la victoire sur la Lune, il semblait que Mars n'était qu'une question de temps et de financement. Les agences spatiales rivalisaient d'ambition. Les Américains prévoyaient un débarquement avant la fin du XXe siècle. Les Soviétiques travaillaient sur une expédition avec des moteurs nucléaires. Les Européens rêvaient d'une base au pied des volcans martiens, mais la réalité s'est révélée cruelle. La température descend à moins 140 degrés pendant la nuit. La pression atmosphérique est si basse que le sang se mettrait à bouillir en cas de dépressurisation. Des tempêtes de poussière recouvrent des continents entiers pendant des mois. Les radiations imprègnent tout. Mars n'a pas de champ magnétique, pas de couche d'ozone, rien pour se protéger. Les scientifiques ont commencé à calculer les doses d'irradiation. Le risque de cancer grimpe jusqu'à 70%, celui de cataracte jusqu'à 100%, sans oublier les dommages au système nerveux, l'infertilité et les maladies cardiovasculaires. Un organisme qui s'est adapté à la gravité martienne ne pourrait pas supporter l'attraction terrestre après 2 ans là-bas. Mais l'ambition est plus forte que la peur. Des entreprises privées ont repris le flambeau. Des projets de colonisation pour des dizaines de milliers de volontaires. Des gens s'inscrivaient sur des listes d'attente, prêts à mourir pour l'histoire. Ils croyaient aux promesses de technologies protectrices, de bases souterraines, de modifications génétiques. Les technologies évoluent. Les fusées sont plus puissantes, les scaphandres plus solides. Nous pouvons voler jusque-là, atterrir, construire un abri. Mais nous ne pouvons pas nous protéger de ce qui tue de manière invisible. Les radiations pénètrent toutes les barrières des technologies modernes. Chaque jour sur Mars rapproche du point de non-retour. Les physiciens ont calculé qu'il faudrait un mur de plusieurs mètres d'épaisseur, fait d'eau ou de terre. Un scaphandre, doté d'une telle protection, serait un vaisseau où chaque cabine serait entourée de plusieurs mètres de glace. Une base enterrée à des dizaines de mètres sous la surface. C'est techniquement possible, mais économiquement absurde. Le coût de chaque kilogramme envoyé sur Mars
se comptent en dizaines de milliers de dollars. Les projets font des compromis. Une protection partielle, un abri contre les éruptions solaires, des dortoirs souterrains, des médicaments pour atténuer les effets, réduire la dose de 20% au lieu de 50%, retarder le cancer de 5 ans au lieu de 2. C'est une illusion de contrôle. Les médecins de la médecine spatiale le disent franchement. La première mission est suicidaire. La tâche dépasse les capacités de l'organisme. Nous avons évolué avec une atmosphère dense, un champ magnétique et une gravité optimale. Le corps est réglé sur les paramètres terrestres. Les os se forment sous la pression de la gravité. Le cœur travaille en fonction d'une certaine résistance. L'immunité fonctionne sans rayonnement cosmique. Dans la station spatiale, les cosmonautes perdent de la masse osseuse, les muscles s'atrophient, la vue baisse à cause de la redistribution des fluides, l'immunité s'affaiblit. La station est à 400 km de la Terre, sous la protection de la magnétosphère, avec une évacuation possible en quelques heures. Mars est à 200 millions de kilomètres. Une évacuation prendrait au moins 7 mois, sans aucune magnétosphère. Les radiations sont des dizaines de fois plus intenses, la gravité encore plus faible. Et pourtant, il y a des volontaires. Les psychologues tentent de comprendre leur motivation. Le désir de gloire, l'exploit scientifique, la fuite face aux problèmes personnels ou une soif innée d'exploration. Mais tous partagent une chose, une sous-estimation de la réalité. Aucun test ne peut préparer à la prise de conscience d'une rupture éternelle avec tout ce qui est familier. Passons du général au concret, aux 3 principaux tueurs. Le premier est invisible, silencieux, impitoyable. Il commence son œuvre avant même l'atterrissage, ne laisse aucune trace visible, mais détruit au niveau cellulaire, ignorant toute protection. Il s'accumule heure après heure. Ce sont les radiations cosmiques. Sur Terre, les radiations sont familières et sans danger. Le rayonnement de fond du sol, des matériaux de construction, du soleil, les rayons X chez le médecin, les vols en avion avec une dose légèrement plus élevée. Tout reste dans le cadre de la protection naturelle de la planète. L'atmosphère terrestre est un bouclier invisible de dizaines de kilomètres qui absorbe 99% du rayonnement cosmique. Le champ magnétique dévie les particules chargées et la couche d'ozone retient les ultraviolets. Mars est privé de tout cela. Pas de champ magnétique. Il a disparu il y a des milliards d'années quand le noyau s'est refroidi. L'atmosphère est raréfiée. Sa densité est inférieure à 1% de celle de la Terre. Ce n'est pas un blindage, mais un décor. Un voile de gaz insignifiant sans aucune fonction. Les radiations cosmiques frappent presque sans obstacle. Les éruptions solaires bombardent la surface de flux de particules. Les rayons galactiques pénètrent librement la matière. Que se passe-t-il pour un humain? Le corps devient une cible. Chaque seconde, des milliers de particules de haute énergie traversent chaque centimètre carré de peau. Des protons, des neutrons, des ions lourds lancés à des vitesses proches de celles de la lumière percutent les atomes du corps avec une force monstrueuse. C'est une pluie invisible de balles microscopiques sans blessures apparentes, mais qui détruit tout sur son passage. L'ADN se rompt, les protéines dénaturent, les membranes éclatent. L'organisme tente de réparer, mais l'ampleur des dégâts dépasse ses capacités. Sur Terre, nous recevons 3 millisieverts de radiation naturelle par an, un fond sonore avec lequel nos corps ont appris à composer au fil de millions d'années d'évolution. Un cosmonaute dans la station reçoit environ 150 millisieverts en 6 mois, soit 10 fois plus que la norme terrestre, à la limite de l'acceptable. Les médecins surveillent, limitent le temps, minimisent les sorties lors des éruptions.
Sur Mars, c'est environ 300 millisieverts par an à la surface, soit 100 fois plus que la norme terrestre. En cas de sortie régulière, la dose double. Le voyage vers Mars dure 7 mois, soit encore 300 millisieverts. Pour 2 ans de mission, on arrive à environ 1000 millisieverts. C'est 300 fois la norme annuelle terrestre. C'est la catégorie des dommages irréversibles. Mais les chiffres ne traduisent pas la nature de l'impact. Les radiations terrestres sont des sources faibles touchant les tissus superficiels. Les radiations cosmiques sont des particules lourdes à pénétration profonde. Elles traversent le crâne, atteignent le cerveau, endommagent les neurones. Elles transpercent la cage thoracique, frappant le cœur et les poumons. Elles détruisent la moelle osseuse, où sont produites les cellules sanguines. Aucun organe n'est protégé, aucun tissu n'est épargné. Le plus vicieux, c'est l'effet différé. Le cosmonaute reçoit la dose sans rien sentir. Pas de douleur, pas de brûlure, pas de symptômes immédiats. Le corps fonctionne normalement, mais au niveau cellulaire, des processus se lancent et se manifesteront par des maladies des mois plus tard. Les cellules cancéreuses se divisent, les vaisseaux perdent leur élasticité, le cristallin s'opacifie, l'immunité flanche. Quand les symptômes apparaissent, il est trop tard pour soigner. La cause réside dans la destruction fondamentale de la structure du corps. Les médecins ont cherché des moyens de protection, des radioprotecteurs pour réduire la sensibilité des cellules, des régimes riches en antioxydants, des modifications génétiques pour la résistance de l'ADN. Tout cela n'a montré d'efficacité qu'en laboratoire. Une réduction du risque de 10 à 20%. C'est catastrophiquement peu. Passer de 1000 à 800 n'est pas une solution. C'est remplacer une mort rapide par une mort un peu plus lente. La seule protection réelle est la masse. Plus il y a de matière entre le rayonnement et l'humain, plus c'est sûr. L'atmosphère terrestre équivaut à 10 mètres d'eau au-dessus de chaque mètre carré. Essayez de créer cela dans un vaisseau ou une base. Entourez un module de murs d'eau de plusieurs mètres d'épaisseur. Un bunker volant pesant des centaines de tonnes. Enterrez la base à 20 ou 30 mètres de profondeur. C'est techniquement possible, mais pratiquement irréalisable pour les premières missions. Les projets admettent tacitement que les cosmonautes recevront une dose mortelle. La question est, auront-ils le temps de remplir leur mission avant que les symptômes ne deviennent insupportables? Environ 500 jours sur Mars. Exploration, prélèvement, essai technologique. Puis le chemin du retour. Encore 7 mois. Encore 300 millisieverts. Le retour se transformerait en une hospitalisation de mourants dont les corps sont ravagés de l'intérieur. Certains suggèrent de faire une mission sans retour. Pourquoi gaspiller des ressources pour revenir si l'équipage est condamné? Vivre sur Mars aussi longtemps que possible? 1 an, 2 ans, peut-être 5. Créer une base, mener des recherches, préparer le terrain pour les suivants. Quand les maladies deviendront insupportables, prendre la décision finale soi-même. Cela économise de la masse et de l'argent, mais transforme les cosmonautes en consommables. Les radiations font de la mission une condamnation à mort, non par bêtise, mais parce que les lois de la physique sont impitoyables. On ne peut pas arrêter les particules de haute énergie sans des investissements colossaux. Le corps humain ne s'adapte pas à un tel niveau. La médecine ne soigne pas des dommages qui s'accumulent plus vite que l'organisme ne les répare. Mais les radiations ne sont que le premier tueur, lent, destructeur, imperceptible. Il existe des menaces plus rapides et plus flagrantes. L'atmosphère de Mars n'est pas seulement raréfiée, elle est presque inexistante au sens terrestre du terme. Quand nous parlons d'atmosphère, nous imaginons l'air pour respirer, ce qui crée la pression, la température, la protection. Sur Terre,
c'est une enveloppe dense, une couche de centaines de kilomètres. À la surface, elle est si dense que nous sentons son poids, environ 1 kg par centimètre carré. La pression nous est familière. Nos corps se sont formés sous elle. Les poumons fonctionnent grâce à la différence de pression. Le sang reste liquide parce que la pression extérieure l'empêche de bouillir. Sur Mars, la pression atmosphérique est inférieure à 1% de celle de la Terre. Ce n'est pas une atmosphère, c'est presque le vide. L'atmosphère terrestre est une couverture épaisse. Celle de Mars est une toile d'araignée infime. Elle ne réchauffe pas, ne protège pas. La densité est si faible qu'il est étrange de parler d'air. Ce sont plutôt des traces de gaz. La composition est mortelle. 95% de dioxyde de carbone. L'oxygène est quasi absent. Que se passe-t-il en cas de dépressurisation du scaphandre? Les films montrent des explosions instantanées du corps. La réalité est différente, mais tout aussi terrible. Première seconde, l'air s'échappe des poumons. Ce n'est pas une aspiration vers l'extérieur, mais un équilibrage de pression, l'intérieur étant plus élevé que l'extérieur. Tenter de retenir son souffle provoquerait la rupture des tissus pulmonaires. Les instructions sont claires. Expirez immédiatement et totalement. Après 10 à 15 secondes, c'est l'hypoxie. Le cerveau ne reçoit plus d'oxygène pour ses neurones. La conscience s'éteint. La vue s'obscurcit par les bords, se rétrécissant vers le centre. L'ouïe se déforme, les pensées ralentissent. Encore 10 secondes. Perte de connaissance. Chute. Relâchement des muscles. Perte de contrôle. 1 minute et demie avant des dommages cérébraux irréversibles. Si on ne rétablit pas la pression et l'oxygène dans ce laps de temps, la personne restera dans un état végétatif. Mais ce n'est pas tout. À basse pression, les fluides de l'organisme s'évaporent. La salive se met à bouillir sur la langue, les larmes s'évaporent des yeux, l'humidité dans le nez et la gorge se transforme en vapeur. Ce n'est pas une ébullition thermique, mais due à la basse pression. La bouche devient soudainement sèche comme un désert. Les yeux brûlent de sécheresse. La peau se tend en quelques secondes, avant que la conscience ne s'efface. Le cosmonaute comprend qu'aucune aide n'arrivera. Ses camarades sont à quelques mètres, mais pour arriver, mettre un scaphandre, vérifier l'étanchéité, passer le sas, le trouver, le ramener à l'intérieur et rétablir la pression. Il faut au moins 5 minutes. L'humain n'a qu'1 minute et demie avant l'irréparable. La mathématique est cruelle. Ils n'auront pas le temps. Une dépressurisation est une condamnation instantanée. Les scaphandres sont conçus avec des marges de sécurité, des enveloppes multicouches, une auto-étanchéité en cas de perforation, des bouteilles de secours, mais le problème fondamental demeure. Un humain sur Mars est dans un environnement mortel à chaque seconde passée dehors. Un faux pas, une chute sur une pierre tranchante, une micro-fissure, et c'est la catastrophe. Même un scaphandre intact ne règle pas tout. La poussière martienne n'est pas terrestre. Ce sont des particules microscopiques aux bords tranchants. Sur Mars, il n'y a ni eau ni vent pour les polir au fil des millions d'années. Chaque grain de poussière est un petit rasoir, chargé électrostatiquement, qui colle à tout. Impossible de le rincer. Il n'y a pas d'eau liquide. En revenant dans le module après une sortie, la poussière est transportée à l'intérieur et finit dans l'air. Il est impossible de l'éliminer totalement avec des filtres. Les gens la respirent, les particules pénètrent dans les poumons, endommagent les alvéoles, provoquent des inflammations. Cela ressemble à la silicose des mineurs. Mais la poussière martienne est plus dangereuse. Elle contient des perchlorates, toxiques pour la thyroïde. Une inhalation chronique mènerait à la destruction du tissu pulmonaire et à des troubles endocriniens. Les astronautes d'Apollo ont connu cela sur la Lune. La poussière lunaire, tranchante et collante,
usait les scaphandres, bloquait les mécanismes, irritait les yeux et les voies respiratoires. Mais ces missions duraient quelques jours. La mission martienne durera plus d'1 an. Chaque jour, vous respirez du verre microscopique. Au bout d'1 mois, les poumons font mal. Au bout de 3, une toux chronique s'installe. Au bout de 6 mois, c'est la fibrose. Après 1 an, la respiration est si difficile que le travail physique devient une torture. Il n'y a pas de traitement. Les dommages sont irréversibles. Les ingénieurs proposent des sas spéciaux. Retrait de la poussière par champ magnétique ou par vide. Mais la poussière martienne est si fine et collante qu'elle pénètre dans les plus petites fentes. L'éliminer totalement est impossible. Même les engins qui y travaillent depuis des décennies sont recouverts d'une couche qui réduit l'efficacité des batteries et bloque les articulations mobiles. Le paradoxe de la mission, les cosmonautes sont venus pour explorer. L'exploration exige des sorties. Collecte d'échantillons, installation d'équipements, réparation. Il faut sortir, risquer son scaphandre, ramener de la poussière, respirer des toxines. Chaque sortie est un coup porté à la santé. Mais sans sortie, la mission perd son sens. La pression et la poussière sont des problèmes mécaniques, mais l'atmosphère crée une autre menace, thermique. Mars est plus loin du Soleil, reçoit moins de chaleur et n'a pas d'atmosphère dense pour la retenir, pas d'effet de serre. Le résultat, ce sont des écarts de température inimaginables sur Terre. Le jour à l'équateur, il peut faire jusqu'à plus 20 degrés. Confortable, comme une journée de printemps. C'est une chaleur trompeuse. Dès que le soleil se couche, la température s'effondre. La nuit, elle tombe à moins 70. Un écart de 90 degrés en quelques heures. Au pôle, c'est pire. Jusqu'à moins 140 degrés. Plus froid que les endroits les plus austères de l'Antarctique. Une température où le dioxyde de carbone gèle pour devenir de la glace carbonique. Le corps humain n'est pas fait pour de tels écarts. Nous pouvons nous adapter au chaud ou au froid si le changement est progressif. Les variations brusques tuent. Le scaphandre doit compenser en maintenant une température confortable. Les systèmes de chauffage et de refroidissement sont à bout de souffle. Chauffer la nuit pour ne pas geler, refroidir le jour contre le rayonnement solaire. Une consommation d'énergie colossale. Les batteries se déchargent vite. Une panne du système la nuit vous congèle en quelques minutes. Le module lui-même subit des stress thermiques. Le métal se dilate le jour, se contracte la nuit. Les soudures et les joints subissent des contraintes extrêmes. Des micro-fissures apparaissent et s'élargissent. Après des mois de ces cycles, l'étanchéité est compromise. C'est le problème de tous les rovers martiens. Les mécanismes s'usent plus vite à cause des cycles thermiques. De l'intégrité des soudures dépendent des vies. Les tempêtes de poussière. Mars est connu pour ses tempêtes planétaires qui recouvrent toute la surface. La poussière s'élève à des dizaines de kilomètres de hauteur. Le ciel s'obscurcit, la lumière du soleil est bloquée. Si vous dépendez de panneaux solaires, vous vous retrouvez sans énergie. Sans énergie, pas de chauffage, pas de production d'oxygène, pas de liaison avec la Terre. La tempête dure des semaines, des mois. Les réserves sont limitées. Économisez surtout ou mourir quand les batteries seront vides. Les projets sérieux incluent des réacteurs nucléaires comme source d'énergie, mais acheminer un réacteur représente une masse et des risques énormes. Réparer une panne est pratiquement impossible. Pas de pièces de rechange, pas de spécialistes, pas d'infrastructure. Une défaillance sérieuse et la base devient un tombeau. L'atmosphère de Mars n'est pas un inconvénient, c'est une menace active pour l'existence. Elle ne permet pas de respirer, ne protège pas des radiations, ne maintient pas la température, est remplie de poussière toxique,
génèrent des tempêtes qui bloquent la lumière. Chaque aspect semble avoir été conçu pour tuer toute forme de vie. Imaginez une journée ordinaire du premier cosmonaute. Il se réveille dans le module avec une odeur d'huile de machine et d'oxygène recyclé. Chaque inspiration lui rappelle que la vie n'est maintenue que par la technique. Derrière une paroi de quelques centimètres, c'est la mort. En sortant sans scaphandre, son cerveau cesserait de recevoir de l'oxygène en 1 minute. S'il perçait la paroi, la pression s'équilibrerait en quelques secondes. Le petit déjeuner, de la nourriture lyophilisée. Conservée pendant des années, elle a le goût du carton avec des additifs synthétiques. Il n'y a pas de vraie nourriture. Un minimum calculé de calories, emballé de façon compacte. Chaque kilogramme superflu a coûté des dizaines de milliers de dollars. Aucun luxe, aucune variété. La même nourriture chaque jour. La préparation pour sortir prend plus d'1 heure. Vérification complète de chaque couture, joint, valve. La moindre fissure est un arrêt de mort. Vérification des systèmes. Oxygène dans les bouteilles, batterie chargée, liaison radio opérationnelle. Ce n'est qu'après le feu vert des indicateurs qu'on peut enfiler le scaphandre. L'enfilage est une épreuve en soi. Les scaphandres modernes sont lourds et inconfortables. Ils doivent maintenir la pression contre le vide. C'est un costume de caoutchouc épais qui résiste à chaque mouvement. Les mains dans les gants perdent la moitié de leur sensibilité. Les doigts ne peuvent plus faire de travail fin. Ramasser une pierre est une tâche qui demande un effort. Travailler pendant des heures est une torture physique. Les muscles se fatiguent, les articulations font mal, la sueur coule dans les yeux, mais il est impossible de l'essuyer, car on ne peut pas retirer son casque. Sortir par le sas est un autre risque. Vider l'air, égaliser la pression avec l'extérieur. Le cosmonaute écoute les pompes dans le noir. Si quelque chose tourne mal, ses camarades à l'intérieur ne pourront pas l'aider. Les pannes techniques arrivent, les programmes font des erreurs. À chaque fois qu'on ouvre l'écoutille extérieure, on n'est pas sûr qu'elle se refermera. Dehors, un paysage qui ne cesse jamais d'être étranger. Des roches rouges, du sable, le ciel. La couleur du sang est partout. L'horizon est plus proche que sur Terre. Mars est plus petite. Une étrange sensation de confinement. La planète semble vouloir vous écraser par sa petitesse. Le soleil brille, mais chauffe peu. Son disque est plus petit que celui de la Terre. La lumière est froide, sans vie. Les ombres sont nettes et noires. L'atmosphère ne diffuse rien. Le silence est absolu. Sur Terre, il y a toujours des bruits de fond. Le vent, les oiseaux, les voitures, les gens. Même dans les endroits calmes, il y a un son. Sur Mars, le silence est si total qu'on n'entend que sa propre respiration dans le casque et le bourdonnement des systèmes. Cela pèse sur le psychisme. Le cerveau n'y est pas habitué, il commence à générer des sons. Les hallucinations auditives sont un problème fréquent de l'isolement. Des voix, de la musique, des sonneries. Le cerveau remplit le vide. Le travail épuise. Chaque action demande un effort. Prendre un échantillon de sol, s'accroupir dans le scaphandre, garder l'équilibre. Le centre de gravité est déplacé par les systèmes sur le dos. Manipuler un outil avec de gros gants. Se souvenir qu'une chute peut endommager le scaphandre. Surveiller constamment les indicateurs, oxygène, batterie, température. Un paramètre dans le rouge, et c'est le retour immédiat. Le plus effrayant est la conscience de sa vulnérabilité. Sur Terre, si quelque chose va mal, on appelle les secours. L'ambulance arrive en quelques minutes, l'hélicoptère dans les zones reculées en quelques heures. Sur Mars, il n'y a pas de secours. Si on tombe et qu'on se casse une jambe, il faut ramper soi-même jusqu'à la base ou mourir. Les camarades aideront s'ils sont à côté. Mais si on travaille seul à 1 kilomètre de distance et qu'un accident survient, c'est fini. Personne n'arrivera à temps.
Le retour, après une journée de travail, apporte un soulagement mêlé d'angoisse. Soulagement d'avoir survécu un jour de plus. Angoisse à l'idée que demain cela recommencera. La routine, qui sur Terre endort la vigilance, doit rester aiguisée sur Mars. Un moment d'inattention, une vérification oubliée, un mouvement négligent, et c'est tout. Le soir, quand le soleil se couche et que la température s'effondre, les cosmonautes se rassemblent dans la zone commune, tentant de maintenir un semblant de vie normale. Ils discutent, plaisantent, regardent des films ou écoutent de la musique venue de la Terre. Mais tout semble faux. Derrière le hublot, une planète morte. La liaison avec la maison a un retard de 20 minutes. Chacun sait qu'ils sont condamnés. Peut-être pas aujourd'hui, ni ce mois-ci, mais tôt ou tard, quelque chose tournera mal. Les cosmonautes essaient de ne pas penser à la mort, mais elle est présente dans chaque aspect de la vie martienne. Dans la paroi mince, dans les réserves limitées, dans l'impossibilité d'évacuation, dans les radiations qui s'accumulent dans les corps, dans la poussière qui détruit les poumons, dans l'isolement qui brise le psychisme. La mort ne vient pas subitement, elle s'approche lentement, jour après jour, emportant la santé, les forces et l'espoir. Maintenant, parlons de ce qui arrive au corps au niveau moléculaire, sous l'effet des radiations. Le rayonnement cosmique est un flux de particules accélérées à des vitesses colossales. Des protons volent à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Des ions lourds, des noyaux d'atomes de fer ou de nickel, foncent à une vitesse proche de celle de la lumière. Quand une telle particule percute un atome du corps, une micro-explosion se produit. L'énergie est transmise aux molécules environnantes. Elles se déchirent. Des radicaux libres se forment. Des particules chimiques agressives qui attaquent tout autour d'elles. Une grenade microscopique a explosé dans la cellule. Les éclats volent, endommageant les protéines, les lipides, l'ADN. L'ADN est le manuel d'instruction de la cellule. Chaque lettre est d'une importance critique. Une seule erreur transforme une cellule normale en cellule cancéreuse. Le rayonnement cosmique cause des milliers de dommages à l'ADN chaque jour. La cellule tente de réparer, elle possède des mécanismes de restauration, mais quand les dommages sont trop nombreux, elle ne suit plus. Les erreurs s'accumulent. La cellule meurt ou mute. La mort d'une cellule n'est que la moitié du problème. L'organisme remplace les mortes par des nouvelles. Le souci, c'est que certaines ne se remplacent pas. Les neurones du cerveau. Quand les radiations tuent un neurone, il disparaît pour toujours. Perdre un seul neurone est imperceptible, des milliers aussi. Mais quand le compte se chiffre en millions, les problèmes commencent. La mémoire flanche, la concentration baisse, la coordination se dégrade. Le cosmonaute fait des erreurs, confond les séquences, oublie les protocoles. Les changements sont irréversibles. La mutation d'une cellule est pire. Une cellule mutée ne meurt pas, elle continue de se diviser en transmettant ses erreurs aux cellules filles. Si la mutation touche les gènes de contrôle de la division, la cellule devient cancéreuse. Elle se divise sans contrôle, ignorant les signaux de l'organisme. L'immunité tente de la détruire, mais elle est elle-même affaiblie par les radiations. Les cellules cancéreuses gagnent, la tumeur grossit. Le plus vicieux avec les cancers radio-induits est la période de latence. La tumeur n'apparaît pas tout de suite. Des mois ou des années s'écoulent. Le cosmonaute revient, pensant avoir survécu. Il passe des examens. Les indicateurs sont normaux. Il se réjouit d'avoir évité les conséquences. 2 ans plus tard, le diagnostic tombe. Leucémie, cancer du poumon, tumeur au cerveau. Les médecins ne peuvent rien faire. Le processus a commencé sur Mars, il ne s'est manifesté que maintenant. La statistique est cruelle.
Parmi les cosmonautes de la station spatiale, on a déjà enregistré des cas de cancer précoce chez des personnes sans prédisposition génétique ni facteur de risque. Le seul point commun est un long séjour en orbite et la dose de radiation. La mission martienne donnera une dose 5 à 10 fois plus élevée. Le risque de cancer frise la certitude absolue pour tous les membres de l'équipage. Le cancer est une mort différée. Il existe des effets plus rapides. Le système cardiovasculaire est particulièrement sensible. Les parois des vaisseaux s'endommagent. L'endothélium, la fine couche de cellules tapissant les vaisseaux, s'enflamme. Des plaques d'athérosclérose se forment. Les vaisseaux perdent leur élasticité. La circulation sanguine est perturbée. Le cœur travaille avec une charge plus lourde. Les artères sont comme des tuyaux de caoutchouc tant qu'elles sont élastiques. Elles se dilatent et se contractent pour réguler la pression. Les radiations les rendent rigides comme du plastique. Elles ne s'adaptent plus à l'effort. La tension fait des bonds. Le cœur est surchargé. À un moment donné, peut-être en soulevant un équipement lourd à la surface, le cœur lâche. Infarctus, douleur à la poitrine, chute. Ses camarades le traînent dans le module, mais la réanimation est limitée. Pas d'hôpital, pas de spécialiste, juste des médicaments de base et des instructions. Si le cœur s'est arrêté sérieusement, le ramener est pratiquement impossible. Les radiations attaquent d'autres organes. Les yeux sont particulièrement vulnérables. Le cristallin est composé de protéines transparentes, sensibles au rayonnement. Les radiations dénaturent les protéines. Elles perdent leur transparence, s'opacifient. Une cataracte se développe, la vue baisse. D'abord, un léger voile, puis il s'épaissit. Après 1 an, on voit le monde à travers un verre dépoli. 1 an plus tard, on est presque aveugle. Sur Terre, la cataracte se soigne chirurgicalement. On remplace le cristallin opaque par une lentille artificielle. L'opération est simple. 30 minutes en ambulatoire. Sur Mars, il n'y a pas de salle d'opération, pas de chirurgien ophtalmologue, pas de conditions stériles. Pratiquer l'opération sur le terrain est impossible. Le cosmonaute est condamné à la cécité. Un aveugle sur Mars est un fardeau. Il ne travaille pas, n'aide pas, consomme seulement des ressources. L'équipe se retrouve face à un dilemme moral. La glande thyroïde souffre aussi des radiations. Située dans le cou, proche de la surface, elle est mal protégée. Les radiations endommagent ses cellules. Elle cesse de produire les hormones en quantité nécessaire. Une hypothyroïdie se développe, le métabolisme ralentit. Le cosmonaute ressent une fatigue constante, de l'apathie, de la dépression. Le poids augmente malgré une alimentation limitée. La pensée s'embrume, la réaction ralentit. Dans une situation critique, une personne ralentie n'arrivera pas à temps. Cela peut coûter la vie à l'équipe. Le système reproducteur est aussi sous le feu. Les cellules germinales sont extrêmement sensibles. Chez les hommes, l'irradiation provoque une chute brutale du nombre de spermatozoïdes. Chez les femmes, l'endommagement des ovocytes et des troubles du cycle. Les cosmonautes revenant de Mars seront très probablement stériles. Si une femme tombe enceinte sur Mars, le fœtus est aussi irradié. Les radiations sont dangereuses pour un organisme en développement. Mutations, malformations, fausses mannes-couches sont presque garanties. Dans tous les projets, la règle est stricte, aucune grossesse. Pourquoi envoyer des humains tout en connaissant les risques? Les robots font presque tout ce qui est nécessaire pour les recherches, ne craignent pas les radiations, n'ont pas besoin d'oxygène et ne souffrent pas de solitude. C'est moins cher, plus fiable, plus efficace. Alors pourquoi des humains? La réponse est complexe. Une part tient à la symbolique. Un humain sur Mars est un symbole du triomphe de notre espèce, une preuve que nous pouvons conquérir d'autres mondes.
Un drapeau planté dans un sol étranger signifie plus que n'importe quelle donnée. Nous y étions, nous avons laissé une trace, nous ne sommes pas limités à une seule planète. Une autre part tient à des considérations pratiques. Les robots font beaucoup, mais pas tout. L'humain s'adapte mieux aux situations imprévues qu'un programme, voit des liens qui échappent aux algorithmes, prend des décisions dans l'incertitude. Un géologue sur place fera plus en 1 heure qu'un robot en 1 mois. Il comprend le contexte, change de plan en cours de route, voit des détails non programmables. Une 3e part est la préparation à la colonisation. Si nous voulons un jour une colonie permanente, il faut comprendre comment les humains vivent un long séjour, quelles technologies fonctionnent, quels problèmes surgissent. Les premières missions sont des expériences cruelles, dangereuses, peut-être mortelles, mais nécessaires pour les chances des générations suivantes. La question morale se pose. Avons-nous le droit d'envoyer des gens à une mort presque certaine pour la science et des symboles? Les cosmonautes y vont volontairement, connaissent les risques, signent des documents. Mais savent-ils vraiment? Peut-on comprendre l'ampleur du défi sans y être confronté? L'entraînement ne reproduit pas le poids psychologique de l'isolement sur une autre planète. Les examens ne prédisent pas comment votre corps réagira exactement à une irradiation chronique. Les tests ne révéleront pas le moment où la raison se brisera sous l'effet de la solitude. Les agences spatiales appellent cela un risque, mais un risque suppose une probabilité de l'éviter. Sur Mars, le danger est inévitable. Ce n'est pas un risque. C'est un calcul. Combien de temps le cosmonaute pourra-t-il travailler avant que l'organisme ne lâche? C'est cynique, c'est cruel, mais c'est la réalité des ambitions martiennes. Que pensent les cosmonautes eux-mêmes? Ceux qui s'inscrivent, passent la sélection, sont prêts à partir? Les psychologues tentent de comprendre leur motivation. Pour certains, c'est un rêve d'enfant. Ils ont toujours voulu aller dans l'espace et sont prêts à payer n'importe quel prix. Pour d'autres, c'est une question de sens. La vie ordinaire semble vide. La possibilité d'entrer dans l'histoire donne un sentiment d'importance. D'autres avouent franchement, pas de famille, pas d'attache, rien à perdre. Tous sont unis par une chose, une sous-estimation de ce que signifie mourir sur Mars. Sur Terre, la mort est entourée de rituels, des funérailles, une tombe, un lieu où les proches viendront se recueillir, une mémoire qui vit dans un endroit concret. Sur Mars, il n'y a rien de tout cela. Si un cosmonaute meurt, le corps ne peut pas être rapatrié. Trop cher, trop complexe. Il restera sur Mars, peut-être enterré par ses camarades, peut-être simplement laissé dans son scaphandre, quelque part dans un cratère. Personne ne viendra sur cette tombe. Jamais. La mission suivante pourrait arriver dans 10 ans, ou ne jamais arriver. Cette image, un corps dans un scaphandre, gisant sur des pierres rouges sous un ciel étranger, entouré par le silence éternel et le froid, et le destin final des premiers martiens. Pas de monument héroïque, pas d'enterrement solennel, juste des restes oubliés sur une planète qui ne sera jamais une maison. Mais il y a un 3e tueur, le plus discret au premier abord, le plus sous-estimé dans la planification et, peut-être, le plus meurtrier. On peut se protéger un peu des radiations par des abris. On peut se sauver de l'atmosphère par des scaphandres et des modules. Mais pour cette menace, il n'y a pas de protection physique. Elle attaque non pas le corps, mais l'esprit. Pas les cellules, mais la conscience. L'isolement absolu. 200 millions de kilomètres. C'est la distance entre Mars et la Terre au rapprochement maximal. Au plus loin, c'est 400 millions. Les chiffres sont si énormes que le cerveau refuse de réaliser.
En voiture à 100 km/h sans s'arrêter, il faudrait 228 ans. À pied, 3000 ans. Avec l'avion à réaction le plus rapide, 11 ans. Un vaisseau spatial met 7 mois. Ce n'est pas seulement une distance en kilomètres, c'est un gouffre qui sépare le cosmonaute de tout ce qui est familier. La famille reste sur Terre. Les amis, les collègues, les lieux aimés, les odeurs de la ville natale, les sons des rues connues, le goût de la cuisine maison, le toucher des proches. Tout est au-delà de 200 millions de kilomètres. Le retour est impossible, physiquement impossible. Même si on change d'avis le premier jour, même si on comprend qu'on a fait une terrible erreur, le chemin du retour prend au moins 7 mois. Et seulement si les planètes sont dans la bonne configuration. Les orbites sont telles que la fenêtre de lancement pour le retour ne s'ouvre qu'une fois tous les 26 mois. On l'a manqué. Il faut attendre la suivante. Un cosmonaute arrivé sur Mars y passera au moins 1 an et 2 mois avant même de pouvoir entamer le chemin du retour. À condition que tout se passe comme prévu. Le vaisseau est prêt, le carburant produit, la technique est en état. Si quelque chose ne va pas, c'est encore 2 ans d'isolement, de radiation, de peur. Le psychisme humain n'est pas conçu pour un tel isolement. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin des autres non seulement pour survivre, mais pour notre santé mentale. Des discussions, des contacts physiques, des rires partagés, des disputes, des réconciliations. Ces interactions forment la personnalité. Sans elles, nous nous détruisons de l'intérieur. Les études sur l'isolement dans les sous-marins, les stations polaires ou les missions spatiales de longue durée montrent que plus l'isolement se prolonge, plus les problèmes psychologiques deviennent graves. Dans un sous-marin, l'équipage est isolé pendant des mois, mais ils savent qu'ils remonteront bientôt, qu'ils reviendront, qu'ils reverront leur famille. Dans une station polaire, l'équipe passe l'hiver dans le noir et le froid. Mais ils savent qu'au printemps, un avion viendra les chercher. Dans la station spatiale, les cosmonautes sont coupés de la Terre, mais elle est visible par le hublot. La planète bleue, où vive tout le monde. Une évacuation en quelques heures. Cela donne un soutien psychologique. Le fait de savoir qu'on n'est pas totalement coupé, que le salut est proche. Sur Mars, il n'y a rien de cela. La Terre est une étoile brillante dans le ciel. Pas une planète, juste un point de lumière. On peut la voir au télescope, mais cela n'apporte pas de consolation. Au contraire, cela renforce le sentiment de distance. La voilà, votre planète, votre maison, mais inaccessible comme une image derrière une vitre blindée. Vous la voyez, mais vous ne pouvez pas la toucher. Le salut n'existe pas. Si quelque chose arrive, vous mourrez ici. Personne ne viendra, personne ne vous sauvera. L'aide est physiquement impossible. L'équipage se compose de 4 à 6 personnes. C'est toute votre humanité pour les années à venir. Les seuls avec qui on peut parler en direct. Les seuls qui comprennent la situation non pas de façon théorique, mais dans leur propre chair. Mais paradoxalement, c'est précisément cette proximité qui devient un problème. Il n'y a pas de possibilité de se distancier, pas d'espace privé. Le module est exigu. Chaque son est entendu, chaque odeur est sentie, chaque habitude du camarade devient, avec le temps, irritante. Sur Terre, si quelqu'un vous irrite, vous pouvez vous éloigner, ne plus vous voir, voir d'autres amis, changer de travail, partir en vacances. Il y a toujours une issue. Sur Mars, il n'y a pas d'issue. Celui qui vous irrite sera là, chaque jour, au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, pendant le travail, pendant le repos. Sa voix, ses manières, sa présence sont constantes, inévitables, pour toujours, tant que la mission n'est pas terminée. Les psychologues tentent de sélectionner des personnes compatibles, font des tests, observent comment les candidats interagissent sous stress
écarte ceux qui sont conflictuels. Mais il est impossible de prédire comment les relations évolueront dans un isolement réel. Des gens qui étaient amis sur Terre peuvent se haïr sur Mars. Des détails insignifiants dans la vie ordinaire se transforment en irritants insupportables. La façon de mâcher, l'habitude de pianoter avec les doigts, des particularités de langage. Tout s'amplifie au centuple quand on est forcé de l'entendre chaque jour sans interruption. Les conflits sont inévitables, même les plus équilibrés craquent sous une telle pression. Une dispute sur un détail dégénère en cris, les cris en insultes, les insultes en agressions physiques. Sur Terre, la situation peut se résoudre. L'un s'en va, se calme, revient, se réconcilie. Sur Mars, on n'a nulle part où aller. Le module est petit. Même en s'enfermant dans une section, on entend l'autre à travers les parois minces. On sent sa présence. On ne peut pas se distancier réellement. Le conflit couve, s'accumule, empoisonne l'atmosphère. Le commandant doit gérer les conflits. Mais il est lui-même sous la même pression, lui-même isolé, lui-même souffrant. Les décisions qu'il prend peuvent être perçues comme injustes. Les rancœurs s'entassent. L'équipe se fracture en clans. 2 contre 3. 1 contre tous ou chacun pour soi. L'unité psychologique se désagrège et sans elle, la mission est condamnée. La survie sur Mars exige la coopération. Si l'équipe ne travaille pas comme un organisme unique, les erreurs commencent et les erreurs tuent. Pourtant, même une équipe idéale sans conflit se heurte à un autre problème, la monotonie. Chaque jour ressemble au précédent. On se réveille dans le même module, on voit les mêmes visages, on mange la même nourriture, on remplit des tâches similaires, on regarde les mêmes paysages, les pierres rouges, le sable, le ciel. La palette de couleurs ne change pas. Pas de verdure, pas d'océan bleu, pas de la diversité qui nous entoure sur Terre en permanence. Le cerveau a besoin de nouveautés. Les nouvelles impressions stimulent la dopamine, le neurotransmetteur de la motivation et du plaisir. Sans nouveauté, le niveau baisse, l'apathie s'installe. Rien ne réjouit, rien ne motive. On se réveille sans comprendre pourquoi. Le travail semble dénué de sens. Les expériences semblent être une perte de temps. Pourquoi tout cela? Pourquoi faire? Pour revenir en épave, pour mourir d'un cancer dans quelques années. Le sens s'échappe. Quand le sens part, il ne reste que le vide. La dépression sur Mars n'est pas juste un petit coup de blues, c'est un état clinique qui détruit la capacité de fonctionner. Le cosmonaute cesse de remplir ses obligations, reste allongé dans sa cabine, regarde le plafond, ne mange pas, dort mal ou dort trop, ne réagit plus aux sollicitations de ses camarades. Les médicaments sont là, les antidépresseurs sont dans la pharmacie, mais ils n'agissent pas tout de suite. Il faut des semaines, et pendant ces semaines, une personne peut totalement s'effondrer. Elle peut décider que la mort est la meilleure issue. Sur Mars, les possibilités de suicide sont plus que suffisantes. Sortir dehors sans scaphandre, surdosage de médicaments, coupure des systèmes dans sa section, s'ouvrir les veines. Même la pharmacie de base contient des instruments tranchants. Si une personne a décidé de mourir, il est difficile de l'arrêter. L'équipe peut surveiller, monter la garde, retirer les objets dangereux, mais à un moment donné, la vigilance faiblira, la personne en profitera. Après sa mort, la pression psychologique sur les autres doublera. Ils se culpabiliseront. Pourquoi ne pas l'avoir remarqué? Pourquoi ne pas avoir aidé? Aurait-on pu l'empêcher? Ces questions rongent chaque jour le mirage de la communication avec la Terre. Techniquement, le lien existe. On peut envoyer des messages, recevoir des réponses. Les appels vidéo sont possibles, mais le problème, insoluble par les technologies, est le retard du signal.
La lumière se déplace à 300 000 km par seconde, la vitesse maximale dans l'univers, les ondes radio aussi. De Mars à la Terre, le signal met de 4 à 22 minutes, pour un aller simple selon la distance entre les planètes. Une discussion avec un retard de 20 minutes. Vous dites une phrase. Attendez 20 minutes qu'elle arrive à votre interlocuteur. L'interlocuteur répond. Sa réponse met 20 minutes pour revenir. Vous entendez la réponse 40 minutes après la question. Ce n'est pas une discussion. C'est une correspondance avec d'énormes pauses. Un dialogue vivant est impossible. La spontanéité disparaît. Le lien émotionnel se rompt. On ne peut pas rire ensemble d'une blague. On ne peut pas consoler au moment où la personne pleure. On ne peut pas partager une joie immédiatement. Le cosmonaute appelle sa femme, lui dit qu'elle lui manque, qu'il a envie de la serrer dans ses bras, que c'est dur sans elle. Il attend 20 minutes de silence. Enfin, il entend sa voix. Elle aussi lui manque, elle l'aime, elle est fière de lui, mais entre ses paroles et ses oreilles, il y a 40 minutes. Pendant ce temps, l'état émotionnel a changé. Le moment de vulnérabilité est passé. Il s'est repris. Ces paroles de consolation arrivent dans un autre contexte. Elles n'apportent pas le même soulagement qu'elles auraient apporté en temps réel. Le pire, ce sont les situations d'urgence. Si quelque chose ne va pas sur Mars, le cosmonaute ne peut pas appeler pour obtenir une aide immédiate. Demander conseil aux ingénieurs. Préciser une procédure au médecin. La requête partira, la réponse arrivera 40 minutes plus tard. Pendant ce temps, la situation peut se détériorer de façon critique. La personne peut mourir, la technique peut lâcher définitivement. Les cosmonautes sont forcés de prendre des décisions seuls, sans consultation, sans confirmation de la justesse de leurs actes. Une responsabilité colossale. Et quand la décision est mauvaise, quand les conséquences sont catastrophiques, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Et que se passe-t-il sur Terre, pendant que les cosmonautes sont sur Mars? La vie continue. Les familles vivent leur vie, les enfants grandissent, les épouses et les maris attendent, mais la vie ne s'arrête pas. L'enfant fait ses premiers pas. Le père voit la vidéo arriver avec du retard. L'enfant commence à parler. Le père entend sa voix via un enregistrement. L'enfant pose une question à son papa. La réponse arrive 40 minutes plus tard, quand la question n'est plus d'actualité. L'attention est passée à autre chose. Le cosmonaute devient un fantôme dans la vie de sa famille. Il est là, mais il n'est pas là. Il communique, mais il ne participe pas. Les enfants oublient progressivement ce que cela fait de serrer papa dans leurs bras. Ils ne le voient que sur un écran. Ils commencent à le percevoir comme un personnage, et non comme une personne réelle. La femme gère tout toute seule. Le travail, la maison, l'éducation. Le mari ne peut pas l'aider. Il est sur une autre planète. Elle est seule, même si elle est officiellement mariée. Progressivement, le lien émotionnel s'étiole. L'amour ne disparaît pas, mais il se transforme d'un sentiment vivant en un souvenir de sentiment. Certains mariages ne survivent pas aux missions. La femme rencontre un autre homme, quelqu'un qui est là, qui peut la serrer dans ses bras quand c'est dur, qui l'aide avec les enfants, quelqu'un qui est présent physiquement. Elle ne voulait pas trahir, mais la solitude dévore les années sans intimité, sans toucher, sans un partenaire réel. Elle prend une décision, écrit une lettre à son mari, s'excuse, explique, demande le divorce. Mais le problème de l'isolement est plus profond que la simple distance avec la famille. L'isolement par rapport à la civilisation elle-même. Sur Terre, même si vous êtes seul, vous faites partie d'un système immense. Autour, il y a des millions de gens. Les villes bourdonnent de vie. Les avions volent, les navires traversent les océans.
L'information circule instantanément. Vous pouvez commander de la nourriture de n'importe quel pays, écouter de la musique de n'importe quelle époque, regarder un film tourné à l'autre bout de la planète, vous sentir faire partie d'une expérience globale. Le sentiment de fond d'appartenance est si habituel qu'on ne le remarque pas avant qu'il ne disparaisse. Sur Mars, il n'y a pas de civilisation. Il y a un module, quelques personnes, des réserves limitées. Au-delà, une planète morte de la taille d'un continent, mais vide. Aucune ville, aucune route, aucune trace d'activité intelligente à part la vôtre. Imaginez être le dernier humain sur Terre, absolument le dernier. Toutes les villes sont désertes. Les routes sont envahies par la végétation. Les téléphones se taisent. Internet ne fonctionne plus. Vous êtes seul sur toute une planète. C'est environ ce que ressentent les Martiens. Sauf qu'ils ne sont pas totalement seuls. Ils sont plusieurs. Mais cela n'allège pas, et parfois aggrave, le sentiment d'isolement. Sur Terre, si vous étiez le dernier humain, vous seriez libre de faire n'importe quoi, d'explorer les villes abandonnées, de prendre ce que vous voulez, de vivre où vous voulez. Sur Mars, la liberté n'existe pas, vous êtes enfermé dans un module. Sortir demande 1 heure de préparation et est limité par la réserve d'air. Le rayon de déplacement est de quelques kilomètres maximum. Plus loin, c'est dangereux. La nourriture est strictement rationnée. L'eau est recyclée un nombre incalculable de fois. Chaque action est réglementée. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes le prisonnier de la réalité martienne. Le geôlier est la planète elle-même. Cette absence de liberté pèse psychologiquement plus fort qu'on ne peut l'imaginer. Sur Terre, si ça va mal, vous pouvez vous promener, changer d'air, aller dans une autre ville, rencontrer un ami, entrer dans un café. Des choses simples qui donnent un sentiment de contrôle sur sa vie. Sur Mars, toutes les options sont coupées. Ça va mal? Supporte? Tu en as marre des mêmes têtes? Nulle part où fuir. Envie d'être seul? L'intimité est minimale. Chaque aspect de la vie est sous le contrôle des circonstances et non de vos désirs. Le sentiment d'autonomie s'effrite. Et l'autonomie est un besoin psychologique de base. Sans elle, l'humain se sent comme une marionnette, impuissant, sans force. L'impuissance s'aggrave par la conscience de la dépendance à la technique. Sur Terre, quand la technique tombe en panne, c'est un inconvénient. Le frigo est cassé, vous en achetez un neuf. L'électricité est coupée, vous allumez des bougies. La voiture est en panne, vous appelez un taxi. Il y a toujours une alternative. Sur Mars, la technique, c'est la vie. Littéralement. Le système de production d'oxygène tombe en panne, vous étouffez. Le chauffage lâche, vous gelez. Le filtre à eau s'arrête de fonctionner. Vous mourrez de soif. Pas de plan B, pas de magasin, pas de service de réparation. Il n'y a que vous, vos outils et vos connaissances. Si cela ne suffit pas, c'est la mort. La dépendance crée une tension de fond permanente. Chaque bruit étrange de la ventilation fait sursauter. Chaque changement de température provoque une angoisse. Chaque indicateur est vérifié de multiples fois. N'importe quelle bricole peut être le signe précurseur d'une catastrophe. La tension ne disparaît jamais. Même pendant le sommeil, le subconscient est sur le qui-vive. Le sommeil est superficiel. L'organisme ne se repose pas pleinement. La fatigue chronique s'accumule. L'immunité baisse. La santé se dégrade. Les radiations agissent plus efficacement sur un organisme affaibli. L'isolement par rapport à la nature. Sur Terre, la nature est partout. Même dans une ville urbanisée, il y a des parcs. Les arbres poussent, les oiseaux volent, les saisons changent. Au printemps, les fleurs éclosent. En été, la verdure est luxuriante. En automne, les feuilles jaunissent. En hiver, la neige tombe. Ces cycles font partie de notre psychologie. Nous avons évolué avec eux. Ils donnent le rythme,
structurent le temps, donnent un sentiment de mouvement et de renouveau. Sans eux, le temps devient une masse homogène, privée de repères. Sur Mars, il n'y a aucune nature. Pas de plantes, pas d'animaux, pas de météo au sens habituel. Il n'y a que des tempêtes de poussière, non pas rafraîchissantes, mais menaçantes. Il n'y a pas de cycle, à part l'alternance du jour et de la nuit. Mais même, ces cycles sont différents. Le jour martien dure 24 heures et 39 minutes, un peu plus longtemps que le jour terrestre. Une petite différence qui s'accumule. L'horloge biologique se dérègle, le cycle sommeil-veille est perturbé, l'organisme est dans un état de jet-lag permanent, ce qui renforce la fatigue, l'irritabilité et diminue les fonctions cognitives. Certaines missions tentent de compenser l'absence de nature par l'hydroponie. On fait pousser des plantes dans le module, de la salade, des herbes, peut-être des fleurs. Cela aide psychologiquement, la verdure apaise. Prendre soin des plantes donne un sentiment de s'occuper du vivant, mais l'échelle n'a rien à voir. Quelques pots de salade ne remplaceront pas une forêt, ne remplaceront pas les champs, ne remplaceront pas un jardin où on peut se promener. C'est plutôt un rappel de ce dont on est privé. On regarde une minuscule pousse et on se souvient des parcs où on se promenait en famille. Les souvenirs renforcent la nostalgie. La nostalgie approfondit la dépression. L'isolement par rapport au divertissement. Sur Terre, quand on s'ennuie, il y a 1 million d'options. Cinéma, théâtre, concerts, musées, sport, hobby, jeux vidéo, livres, discussions dans les bars ou les cafés. La culture est variée et accessible. Sur Mars, le divertissement est limité à ce qu'on a apporté. Films et séries sur disque, livres en format électronique, musique, jeux, un ensemble fini. Au bout de quelques mois, tout a été vu, tout a été lu, tout a été écouté. On commence à revoir, relire, réécouter. Le contenu familier n'apporte pas la même joie que la nouveauté. On finit par s'ennuyer à mourir. L'ennui sur Mars n'est pas simplement l'absence d'activités intéressantes. C'est un ennui existentiel, quand on comprend que rien de nouveau n'arrivera, que chaque jour sera la copie du précédent, que la diversité est épuisée, que devant soi, il n'y a que la répétition de la même chose, jusqu'à la fin de la mission. Cet ennui dévore la motivation. Pourquoi se lever le matin si la journée sera la même qu'hier? Pourquoi travailler si le travail est routinier et prévisible? Le sens s'échappe. Il ne reste que l'exécution mécanique des obligations, privée d'enthousiasme. Certains tentent de lutter par la création, écrivent des journaux, dessinent des paysages, composent de la musique, font de la photographie. Cela aide. La création donne un exutoire aux émotions, crée un sentiment de productivité hors de la routine. Mais tout le monde n'est pas enclin à la création. Tout le monde n'y trouve pas sa satisfaction. Pour certains, c'est juste une obligation de plus, une tentative de plus de combler un vide qui ne se comble pas. L'isolement physique engendre la privation sensorielle. Sur Terre, les sens sont constamment stimulés par la diversité. Les odeurs, du pain chaud dans la boulangerie à la pluie après la sécheresse, les goûts, des milliers de plats de différentes cuisines, les sons, la musique des rues, les voix des gens, le bruit de la nature, les sensations tactiles, différents tissus, textures, températures, les images visuelles, l'architecture, les visages, les couleurs, les formes. La richesse des sensations nourrit le cerveau, le garde actif, intéressé. Sur Mars, l'expérience sensorielle est réduite au maximum. Les odeurs, fluides techniques, air recyclé, sueur. Les goûts, nourriture lyophilisée, tous pareils. Les sons, bourdonnement des systèmes, voix des mêmes personnes, silence dehors. Les sensations tactiles, le tissu du scaphandre,
le froid du métal de l'équipement, les surfaces lisses du module, les images visuelles, des tons de rouge partout, les mêmes murs, les mêmes visages. Le cerveau a faim de stimulation. Il commence à en générer lui-même. Les hallucinations ne sont pas rares dans l'isolement prolongé. Les hallucinations auditives sont particulièrement répandues. Le cosmonaute entend des voix qui ne sont pas là, de la musique venue de nulle part, une sonnerie de téléphone alors qu'il n'y a pas de téléphone. Le cerveau tente de combler le vide sensoriel, crée des illusions. D'abord, cela fait peur, puis le cosmonaute s'habitue, commence à distinguer les sons réels des hallucinations, mais la frontière s'efface. La confiance dans la réalité de la perception faiblit, désoriente, crée le sentiment que la raison perd le contrôle. Perdre le contrôle de sa propre raison est l'une des expériences les plus terrifiantes. Les hallucinations visuelles sont plus rares, mais arrivent. Des ombres qui bougent au coin de l'œil, des figures qui disparaissent sous le regard direct, des visages dans les motifs aléatoires sur les murs. Le cerveau cherche le familier, tente de trouver des humains, voit des mères, des enfants, des amis. Des moments d'espoir suivis de déception, la compréhension que c'est une illusion, qu'il n'y a personne, que vous êtes toujours aussi seul. Les cycles d'espoir et de déception épuisent émotionnellement. Les hallucinations tactiles sont les plus inquiétantes. Le sentiment d'un toucher quand personne ne touche, la chair de poule sans raison, l'impression que quelqu'un est proche alors que la pièce est vide, active des peurs primitives. Les parties archaïques du cerveau, responsables de la survie, réagissent à une menace qui n'existe pas. L'adrénaline est libérée, le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère, mais il n'y a pas de danger. L'organisme est sur le pied de guerre sans raison. Cela l'use. Les ressources sont gaspillées. Le système nerveux est surchargé. Certains signalent une sensation de présence, l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans le module. Un invisible qui observe, pas forcément effrayant, parfois même rassurant, comme un ange gardien ou l'esprit d'un camarade. Les psychologues expliquent de cela comme une projection du cerveau, une tentative de faire face à la solitude en créant un compagnon imaginaire. Mais pour celui qui le vit, la différence entre réel et imaginaire s'efface. La présence semble réelle. Quand on revient sur Terre, où une telle présence n'existe pas, on ressent un nouveau vide. L'isolement influence la perception de soi. Sur Terre, l'identité se forme par le reflet des autres. Ils nous voient d'une certaine façon, nous appellent par notre nom, réagissent à nos paroles et nos actions, confirment notre réalité. Nous existons dans les yeux des autres. Sur Mars, il y a peu de miroirs, seulement quelques camarades. Leur perception est limitée. Ils ne voient qu'un aspect étroit de la personnalité. Le cosmonaute, le travailleur, le membre de l'équipe. Les autres rôles, conjoints, parents, amis, amateurs de musique ou de hobby, restent inutilisés. Les parties de la personnalité non utilisées s'atrophient. Le cosmonaute cesse de se sentir complet, devient une fonction, un outil de la mission. Dépersonnalisation, l'aliénation de son propre soi. On se regarde dans le miroir et on ne se reconnaît plus, non pas métaphoriquement, mais littéralement. Le visage a changé sous l'effet des radiations et du stress. Les yeux sont différents, l'expression est étrangère. Qui est cet humain dans le reflet? Vous ou quelqu'un que vous êtes devenu? La frontière se brouille, le lien avec le passé s'affaiblit. Les souvenirs de la vie sur Terre commencent à sembler être un rêve, irréel. Était-ce vraiment arrivé ou inventé? Les détails sont oubliés, les visages des proches deviennent flous. Les moments importants perdent de leur éclat. Le passé s'éloigne, devient brumeux, le futur devient incertain. Il ne reste que le présent,
un présent infini, gris, sans perspective. Le temps perd sa structure, les jours se fondent en un seul long jour. Les semaines ne se distinguent plus, les mois passent inaperçus, la vie se transforme en une existence figée. Certains décrivent cela comme une mort de son vivant, physiquement vivant, fonctionnant biologiquement, mais émotionnellement, psychologiquement mort. Rien ne touche, rien ne réjouit, rien ne rend triste. Les émotions s'émoussent, le monde est perçu à travers une vitre épaisse, à distance, flou, irréel. Dissociation, un mécanisme de défense du psychisme contre un stress insupportable. Coupure des sentiments pour ne pas souffrir. Mais une vie sans sentiments n'est pas une vie. C'est une survie en mode de fonctionnalité minimale. Le cosmonaute dans cet état continue de travailler. Il remplit les tâches mécaniquement, collecte des échantillons, mène des expériences, envoie des rapports. Tout selon le protocole, tout est correct. Mais à l'intérieur, c'est le vide. Pourquoi ? Il ne s'en souvient plus. Le sens est perdu dans la brume du passé. Travail par inertie. S'arrêter est plus effrayant. Le travail est la seule chose qui structure la journée. Sans lui, c'est l'immersion totale dans le vide. Mieux vaut travailler que penser. Mieux vaut être occupé que de faire face à l'absurdité de l'existence sur une planète morte. Les commandants se préparent aux crises psychologiques, apprennent à reconnaître les signes. Dépression, apathie, isolement de l'équipe, changement dans le sommeil et l'alimentation, anxiété, irritabilité, panique au moindre problème, évitement des responsabilités, psychose, paranoïa, hallucination, agression. Pour chaque cas, il y a des protocoles. Discussions en tête-à-tête, sessions de groupe, médicaments, isolement dans les cas extrêmes. Mais ces mesures ont été élaborées sur Terre, là où il y a des ressources, là où il y a des spécialistes, là où il y a du temps. Sur Mars, le temps est la ressource la plus précieuse. Chaque minute est comptée, le travail ne s'arrête pas. Les tâches scientifiques n'attendent pas. L'équipement demande une maintenance constante. Le commandant ne peut pas consacrer des heures au soutien psychologique d'un membre quand les autres sont aussi au bord du gouffre. Il est lui-même sous la même pression, il a lui-même besoin de soutien, mais il n'y a personne pour le soutenir. Il est le leader, il doit être fort, ne pas montrer de faiblesse. Ce masque détruit de l'intérieur, accumule le stress sans exutoire. Et si une crise survient chez plusieurs en même temps, si l'équipe de 6 se divise en 3 fonctionnels et 3 brisés, ceux qui tiennent portent une double charge. Travail pour eux et pour ceux qui ne peuvent plus. Ils s'épuisent physiquement et émotionnellement, craquent, perdent patience. Les conflits s'exacerbent, l'équipe se désagrège. Sans une équipe soudée, la mission est condamnée. Sur Mars, la survie est un effort collectif. Un seul n'y arrivera pas. Même 2 n'y arriveront pas. Il faut toute l'équipe. Si elle s'effondre, tout le monde meurt. Certains psychologues proposent d'inclure un psychologue professionnel, une personne dont le seul rôle serait de maintenir la santé mentale de l'équipe. Cela semble raisonnable, mais crée des problèmes. Le psychologue est lui-même isolé, lui-même sous pression. Qui va le soutenir ? Les cosmonautes pourraient se percevoir comme un étranger. Pas un membre de l'équipe, mais un observateur. Cela crée une distance, une méfiance. Les gens ne s'ouvrent pas à celui qu'ils voient comme un contrôleur. Une personne de plus signifie plus de masse, plus de ressources, plus de coûts. Chaque membre doit remplir plusieurs rôles. Le psychologue devrait aussi être ingénieur ou médecin ou géologue. Le cumul diminue l'efficacité dans chaque domaine. Une autre idée est la réalité virtuelle. Apporter un équipement permettant de s'immerger dans des simulations de la Terre, se promener dans des parcs virtuels, rencontrer des copies virtuelles des proches, assister
à des concerts virtuels. Techniquement possible, mais psychologiquement dangereux. La réalité virtuelle peut devenir une drogue. Le cosmonaute pourrait préférer passer du temps dans la simulation plutôt que de faire le travail réel. La frontière entre le virtuel et le réel se brouille. Le retour de la simulation à la réalité martienne devient de plus en plus douloureux. Pourquoi revenir dans le module froid quand, dans la virtualité, c'est chaud et confortable? Une dépendance se développe, la fonctionnalité baisse, la mission en souffre. Après le retour, la dépendance persiste. Le cosmonaute ne peut pas s'adapter à la réalité. Il passe des jours dans le monde virtuel, fuyant le présent. Cela aggrave l'isolement social, détruit les relations, transforme le héros en reclus. La société attend des histoires inspirantes, mais il se cache dans la virtualité, tentant d'oublier le cauchemar de Mars. Une tragédie qui s'ajoute au traumatisme déjà vécu. L'isolement crée aussi un autre effet, la régression. Dans des conditions de stress extrême, le psychisme revient parfois à des états plus primitifs. Un cosmonaute adulte, instruit, entraîné, commence à se comporter comme un enfant, fait des caprices, pleure la nuit, demande de l'attention, s'accroche aux camarades comme à des figures parentales. Un mécanisme de défense, une tentative de revenir à un état où on s'occupait de vous, où vous ne portiez pas de responsabilité, où le monde semblait sûr. Mais sur Mars, personne ne peut prendre le rôle de parent, personne ne peut assurer la sécurité. La régression ne trouve pas de satisfaction. Le cosmonaute reste coincé entre le désir enfantin de protection et la compréhension adulte qu'il n'y a pas de protection. Un conflit interne déchire la personnalité. Un autre aspect est la perte des rituels. Sur Terre, notre vie est structurée par des rituels quotidiens, café du matin, douche, trajet au travail, hebdomadaire, sortie du week-end avec les amis, annuel, anniversaire, fête, vacances. Ces rituels donnent un sentiment d'ordre, de prévisibilité, de contrôle. Sur Mars, la plupart sont impossibles. Pas de café, seulement un succédané soluble. Pas de douche, seulement des lingettes humides. Pas de week-end, travail 7 jours sur 7. Pas de fête au sens habituel. Rien pour fêter, et personne avec qui fêter. Les équipes tentent de créer de nouveaux rituels. Visionnage hebdomadaire d'un film ensemble. Dîner spécial mensuel tiré des meilleures réserves. Célébration des anniversaires. Cela aide, donne des points d'attente. Quelque chose à quoi aspirer. Mais les rituels sont artificiels, forcés. Tout le monde sait que c'est une tentative d'imiter la normalité dans une situation qui n'est pas la norme. Le faux se sent, la joie est superficielle. Derrière les sourires, il y a la conscience de l'impasse. Particulièrement dures sont les fêtes, liées à la famille, le Nouvel An, Noël, les jours où sur Terre les familles se rassemblent, s'embrassent, s'offrent des cadeaux, rient autour d'une table commune. Le cosmonaute voit la vidéo de la famille. Tout le monde est réuni. Fête sans lui. Les enfants se réjouissent des cadeaux qu'il n'a pas pu acheter. Sa femme sourit, mais ses yeux sont tristes. Sa place à table est vide ou occupée par quelqu'un d'autre. Il regarde avec un retard de 20 minutes, ne peut pas participer, seulement observer. Être un fantôme à sa propre fête de famille brise le cœur à chaque fois. Certains refusent de regarder de telles vidéos. C'est trop douloureux. Ils demandent aux familles de ne plus en envoyer, coupent le lien pour ne pas souffrir. Mais alors, ils se sentent coupables d'être loin de la famille. Ils ont choisi la voie facile, ne pas voir pour ne pas souffrir. Mais cela signifie rater des moments importants, ne pas voir les enfants grandir, ne pas entendre comment ils apprennent à parler, ne pas connaître les problèmes de la famille, devenir encore plus étranger. Quand on reviendra,
le gouffre sera infranchissable. On a raté des années de leur vie. Ils ont continué de vivre sans nous, se sont adaptés, ont appris à s'en passer. Votre retour perturbe le nouvel équilibre. On n'a plus autant besoin de vous qu'avant. Le rôle est pris, la place est remplie. Une douleur existentielle. La compréhension que le monde continue sans vous, que vous n'êtes pas indispensable, que votre absence a créé un trou que d'autres ont bouché. Pourquoi revenir alors? Pour être en trop, pour troubler la paix qui s'est installée. Certains, après de telles pensées, envisagent sérieusement de ne pas revenir, de rester sur Mars pour toujours, de vivre ce qui reste à vivre, de mourir là-bas, pour éviter l'embarras du retour. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est une capitulation, l'aveu de la défaite. Mais dans l'isolement, dans la dépression, dans le désespoir, de telles pensées semblent rationnelles, voire attrayantes. Le centre de contrôle suit l'état psychologique, analyse le ton de la voix, regarde les vidéos, cherche les signes de stress, fait passer des questionnaires psychologiques, tente de détecter les problèmes avant le moment critique. Mais les cosmonautes apprennent à se cacher, sourient à la caméra, parlent d'une voix dynamique, remplissent les questionnaires avec les réponses attendues. Ils savent que si on admet des problèmes, on peut être écarté, déclaré inapte, renvoyé sur Terre si possible, ou pire, être marqué comme problématique, mettant fin à sa future carrière. C'est pourquoi ils masquent, endurent, se taisent. Les problèmes s'accumulent jusqu'au point de rupture. Une rupture peut être agressive. Le cosmonaute craque, crie sur ses camarades, casse l'équipement, menace. Dans un module exigu, c'est une catastrophe. Il n'y a nulle part où s'enfuir, nulle part où se cacher. Les autres doivent le maîtriser physiquement, l'attacher, le sédater. Une humiliation pour celui qui a perdu le contrôle, un traumatisme pour ceux qui ont dû attacher leurs camarades. Les relations sont définitivement détruites, la confiance disparaît, l'équipe cesse d'être une équipe, devient un groupe d'individus tentant de survivre en présence les uns des autres. La coopération est minimale, l'efficacité baisse, les erreurs se multiplient, la mort approche, ou bien la rupture peut être implosive, tournée vers l'intérieur. Le cosmonaute se mure totalement, cesse de communiquer, reste dans sa cabine, regarde le mur, ne mange pas, ne boit pas, ne réagit plus aux appels. Catatonie, une paralysie psychologique. L'organisme est vivant, mais la personnalité est partie. Elle s'est cachée profondément à l'intérieur, là où la douleur n'atteint pas. Ramener une personne d'un tel état est difficile même sur Terre avec une aide professionnelle. Sur Mars, c'est pratiquement impossible. Il reste un corps qu'il faut nourrir de force, abreuver, soigner. Un corps sans humain détruit moralement l'équipe. Voir un camarade dans cet état sans pouvoir l'aider, c'est une impuissance qui sape la foi en ses propres forces. Maintenant, ajoutez les effets physiques des radiations sur le cerveau. Les radiations endommagent les neurones du cortex préfrontal, la zone responsable de la décision, du contrôle des impulsions et de la planification. Quand elle est endommagée, la personne devient impulsive, ne réfléchit pas aux conséquences, agit sous le coup des émotions. C'est mortellement dangereux sur Mars. Une décision impulsive de sortir sans vérification complète du scaphandre, une coupure impulsive d'un système bruyant, une utilisation impulsive des ressources qu'il faut économiser. Chaque impulsion peut être la dernière. Les radiations influencent l'hippocampe, la zone de la mémoire. La mémoire se dégrade. Le cosmonaute oublie les procédures, confond l'ordre des actions, ne se souvient plus s'il a accompli une tâche, l'a fait 2 fois ou l'oublie. Les autres doivent vérifier constamment. Une charge supplémentaire, une irritation, la baisse de la confiance.
Une personne dont la mémoire se dégrade perd confiance en elle, devient dépendante des autres, ce qui humilie, provoque de la honte. La honte aggrave la dépression. Le cercle se referme encore. L'amygdale, le centre de la peur, est aussi soumise à des dommages. Soit elle devient hyperactive, la personne a peur de tout, tombe en panique pour le moindre motif. Soit elle devient hypoactive, elle cesse d'avoir peur, ignore les dangers réels. Les deux options sont mortelles. La panique paralyse, empêche d'agir rationnellement en cas de crise. L'absence de peur pousse à risquer de façon injustifiée, à mettre en danger soi-même et l'équipe. Tous ces changements neurologiques se superposent au stress psychologique de l'isolement. Une personne au cerveau endommagé tente de faire face à une pression psychologique insupportable. Les chances sont infimes. La destruction s'accélère, la personnalité se désintègre. Il ne reste qu'une enveloppe fonctionnant en pilote automatique, remplissant des tâches de base. Respire, mange, travaille mécaniquement. Mais l'humain à l'intérieur n'est plus là. Il est mort psychologiquement, bien avant sa mort physique. Quand le corps lâche enfin, c'est un soulagement pour lui et pour l'équipe. L'équipe, ayant perdu un membre, vit un deuil, mais le deuil sur Mars ne peut pas être vécu normalement. Il n'y a pas de funérailles au sens habituel. Le corps doit être conservé jusqu'au retour, congelé à l'extérieur ou emballé hermétiquement, ou enterré sur Mars si le retour est impossible. Creuser une tombe dans un sol gelé est un travail physique lourd. Faire une simple cérémonie, quelques mots dans le vent qui ne portent aucun son. Poser un marqueur, une pierre avec une inscription, et c'est tout. Le camarade est resté derrière. La mission continue. Le travail n'attend pas, mais le deuil ne disparaît pas. Il est présent dans le siège vide à table, dans le silence là où résonnait autrefois la voix du défunt, dans les tâches qu'il accomplissait, désormais réparties entre les autres, dans les souvenirs surgissant au moment inopportun. L'équipe devient plus petite, plus vulnérable. Chaque survivant porte plus de responsabilités, se fatigue plus vite, comprend qu'il peut être le prochain. La mort est devenue réelle, pas une possibilité abstraite, mais un fait accompli. Cela détruit les dernières illusions de sécurité, tous ces facteurs. Radiation, atmosphère, isolement, travaillent ensemble, créent la tempête parfaite de la destruction. Les radiations affaiblissent le corps, le rendant vulnérable aux maladies. Les maladies demandent un traitement qui n'existe pas, ce qui renforce le stress psychologique. Le stress affaiblit l'immunité encore plus, permettant aux radiations d'agir plus efficacement. L'atmosphère crée une menace constante, forçant à vivre sous tension. La tension épuise le psychisme. Le psychisme épuisé fait des erreurs qui peuvent mener à une dépressurisation. La peur de la dépressurisation renforce la tension. L'isolement prive du soutien émotionnel nécessaire pour surmonter les difficultés physiques. L'absence de soutien rend la douleur physique insupportable. La douleur insupportable détruit le psychisme. Ce ne sont pas trois problèmes séparés. C'est un système unique de destruction auto-alimentée. Chaque élément est nécessaire et suffisant pour créer des conditions insupportables. Ensemble, ils créent l'enfer. Mars n'est pas seulement une planète dangereuse, c'est une machine à broyer l'humain, physiquement, psychologiquement, existentiellement. Elle travaille impeccablement, méthodiquement, impitoyablement. Et l'humain dans cette machine n'est pas un combattant, pas un vainqueur, mais une victime. Lentement, broyé par les rouages d'une réalité contre laquelle toute volonté est impuissante. Peut-on vaincre ce système? Théoriquement, oui. Si on développe des technologies bloquant totalement les radiations. Si on crée une atmosphère artificiellement.
si on règle le problème de l'isolement, par exemple en envoyant une colonie assez grande pour qu'une société se forme. Mais tout cela demande des ressources qui n'existent pas actuellement, du temps qui n'existe pas, des technologies qui n'ont pas encore été inventées. Les premiers Martiens n'attendront pas ces solutions. Ils partiront avec ce qu'il y a, avec une protection incomplète, avec des ressources insuffisantes, avec des technologies qui ne sont pas prêtes, et ils paieront notre précipitation de leur vie. Imaginons le tableau final. Les derniers jours de la mission. Le vaisseau pour le retour est prêt ou non par suite d'une panne technique. S'il est prêt, l'équipage se rassemble. Ceux qui ont survécu. Sur 6, il en reste 4. 2 sont morts. L'un du cancer développé en 1 an, l'autre par accident, tombé dans son scaphandre, endommageant le système, étouffant avant que ses camarades ne l'atteignent. Les 4 restants sont les ombres d'eux-mêmes, physiquement détruits, les os fragiles, les muscles atrophiés, la peau pâle tachetée par les radiations, les yeux éteints, les cheveux grisonnants ou tombés. Ils ont entre 30 et 40 ans, mais en paraissent 60. Ils se préparent au départ, vérifient les systèmes, chargent les échantillons, quittent la base. Un dernier regard sur le module qui fut une maison, sur les tombes des camarades, de simples pierres avec des inscriptions. Ils se promettent de revenir un jour, de dresser un monument. Mais ils savent que, très probablement, ce ne sera jamais le cas. La mission suivante n'arrivera pas de sitôt. Peut-être dans une décennie, peut-être jamais. Mars restera avec leurs traces, leurs déchets, leurs morts. Témoins muets de la première tentative de l'humanité de vivre sur une autre planète. Départ. Le vaisseau tremble, les moteurs rugissent. La gravité de Mars est faible, mais pour des corps épuisés, elle semble énorme. La surcharge n'est pas aussi forte que sur Terre, mais suffisante pour faire craquer les os fragiles. Les cosmonautes gémissent de douleur, serrent les dents, endurent. L'alternative est de rester pour toujours. Le vaisseau s'élève, se détache de la surface. La planète rouge rapetisse en bas. Ils s'en vont. Ils ont survécu. Ou est-ce seulement une impression? 7 mois de chemin de retour en apesanteur. Les os perdent encore plus de densité. Les muscles s'affaiblissent davantage. Les radiations continuent de bombarder. La dose s'accumule. Les cellules cancéreuses se divisent. Les tumeurs grossissent. L'un des 4 commence à cracher du sang. Cancer du poumon, métastase. La douleur est insupportable. La morphine aide, mais fait dormir. Il passe la majeure partie du vol sous sédatif. Les autres s'occupent de lui, savent qu'il ne verra pas la terre, tentent de rendre ses derniers jours confortables. Au bout de 5 mois, il meurt. Paisiblement dans son sommeil. La morphine a atténué l'agonie. Le corps est placé dans un sac hermétique, conservé dans la partie froide. Il sera ramené sur Terre pour les funérailles. 3 cosmonautes restent, continuent le chemin. Chacun sait que dans son corps aussi, le cancer progresse. La question est, à quelle vitesse arriveront-ils jusqu'à la Terre? Et s'ils y arrivent, combien de temps cela durera-t-il après? Le lien avec la Terre continue. Le retard diminue. Le vaisseau approche, de 20 minutes à 15, puis à 10. Les familles se réjouissent. Ils seront bientôt de retour. On prépare les retrouvailles. Les enfants dessinent des affiches. Les épouses achètent de quoi fêter. Mais les cosmonautes regardent les vidéos et ne ressentent aucune joie. Ils ressentent l'aliénation. Ces gens sur l'écran sont des étrangers. Ils parlent de choses qui semblent insignifiantes. La météo, les nouvelles, les problèmes du quotidien. Comment cela peut-il être important après ce qu'ils ont vécu? Le gouffre est infranchissable. Le retour sera difficile,
peut-être impossible. La Terre apparaît dans le hublot. Une boule bleue avec des nuages blancs. Une beauté dont ils ont été privés pendant 2 ans et demi. Ce devrait être la joie, l'allégresse. Mais les cosmonautes ressentent de la peur. Peur de la gravité qui va écraser leurs corps affaiblis. Peur de la société qui ne les comprendra pas. Peur des familles devenues étrangères. Peur de l'avenir où les attendent le cancer et une mort précoce. La Terre n'est plus leur maison, juste une autre planète, un peu plus accueillante, mais étrangère elle aussi. Maintenant la descente, l'entrée dans l'atmosphère, les accélérations. Les cosmonautes perdent connaissance, leurs corps ne tiennent plus. Les systèmes terminent l'atterrissage automatiquement. La capsule se pose. L'équipe d'évacuation ouvre les coutilles, trouve 3 cosmonautes inconscients. Le 4e est mort dans son sac. L'ambulance emmène les survivants, les conduit à l'hôpital. Réanimation, perfusion, masque à oxygène, retour à la conscience sur Terre. Mais la Terre ressemble à un rêve. Mars à la réalité. Les places se sont inversées. Les examens montrent l'étendue des dégâts. Les os au bord de la rupture sous leur propre poids. Les muscles si atrophiés que marcher sans aide est impossible. Les poumons endommagés par la poussière. Le cœur travaille de façon irrégulière. Le foie et les reins surchargés de toxines. Et des cellules cancéreuses chez les 3 survivants. Une leucémie chez l'un, un cancer du poumon chez le 2e, une tumeur au cerveau chez le 3e. Les pronostics vont de 1 an à 5 ans, avec traitement. Sans quelques mois, la thérapie commence, chimiothérapie, irradiation, ironique après toute la dose qu'ils ont reçue, opération, rééducation, physiothérapie pour restaurer les muscles, des préparations pour renforcer les os. Le soutien psychologique pour les psychismes traumatisés prendra des années si la thérapie réussit, si le cancer recule. Les familles tentent de soutenir. But, le héros qu'on attendait n'est pas celui qui est revenu. C'est un vieillard malade revenu dans le corps d'un homme jeune, irritable à cause de la douleur, distant émotionnellement, ne s'intéressant plus à la vie quotidienne, des cauchemars chaque nuit. Il se réveille en hurlant, voit Mars, étouffe dans son scaphandre, perd ses camarades encore et encore. Sa femme tente de le consoler, le serre dans ses bras, mais il ne ressent aucune proximité. Le corps est là, mais l'âme est restée sur Mars, dans le désert, là où tout avait un sens parce que chaque jour était un combat pour la survie. Ici, tout semble petit et insignifiant. Les enfants ne reconnaissent pas leur père. Il est parti quand ils avaient 3 à 5 ans. Il est revenu quand ils en avaient 6 ou 8. Les années critiques de formation ont été manquées. L'attachement est impossible à reconstruire. Ils l'évitent, ont peur de ces accès de colère quand les dommages cérébraux dus aux radiations font perdre le contrôle des émotions. Ils préfèrent jouer au loin. Papa est un oncle effrayant vivant dans leur maison qui fait pleurer maman la nuit. La famille existe formellement. Factuellement, elle est détruite. La société fête les héros. Défilés, médailles, interviews. Les cosmonautes sourient pour les caméras, parlent du grand voyage, des découvertes scientifiques, de la fierté de représenter l'humanité. Tous les mots justes, toutes les phrases attendues. Mais à l'intérieur, c'est le vide. Ils connaissent le prix, voient l'avenir, court, douloureux, plein de regrets. Les découvertes en valaient-elles la peine? Ont-elles fait progresser la science assez pour justifier les sacrifices? La réponse honnête est non. Des robots auraient pu collecter les mêmes données sans ce coût humain. Mais personne ne veut entendre cette réponse. La société a investi des milliards. Elle veut des héros. Elle veut une justification pour les dépenses. Et les cosmonautes leur donnent cela, jouent le rôle.
parce que l'alternative est d'admettre que tout cela n'a servi à rien. Les années passent. L'un après l'autre, les cosmonautes meurent. Le cancer gagne, malgré les traitements. Le premier 1 an et demi après le retour, le deuxième après 3 ans, le troisième vit le plus longtemps, 5 ans. Il devient le symbole de la survie, écrit un livre sur la mission, parle lors de conférences, inspire la génération suivante. Mais chaque intervention est un rappel du prix payé. Chaque présentation est une autre nuit de cauchemar. Il inspire les autres à aller sur Mars et se sent coupable, car il sait qu'ils passeront par la même chose, souffriront de la même façon, mourront de la même façon. Et son rôle, là-dedans, est celui d'un complice, un appât attirant dans le piège. Quand il meurt, le dernier des premiers martiens, la société est en deuil. On organise des funérailles nationales. On l'enterre près des camarades morts plus tôt. Un monument est érigé. Les noms sont gravés dans la pierre. Pionniers, héros, martyrs de la science. De beaux mots. Mais sous la terre reposent des corps détruits par les radiations, des os réduits en poussière par les tumeurs, des personnalités brisées par l'isolement. Ils ont tout payé. Ils ont reçu la gloire. Mais la gloire n'a pas réchauffé sur Mars, n'a pas soigné le cancer, n'a pas ressuscité les familles. Et la mission suivante se prépare déjà. De nouveaux volontaires s'entraînent, lisent des choses sur les premiers martiens, admirent leur courage, veulent répéter l'exploit, ne comprennent pas le prix. Ou bien, ils comprennent, mais croient que ce sera différent pour eux, qu'ils sont plus intelligents, plus forts, mieux préparés, que les technologies se sont améliorées, la protection est meilleure, qu'ils survivront. Erreur classique. La même que celle commise par les premiers. Le cycle recommence. Mars attend, patiemment. Elle n'est pas pressée. Elle a l'éternité. Et les humains ont quelques décennies au mieux, quelques années à sa surface au pire. Elle gagne toujours parce qu'elle ne joue pas, elle existe simplement. Morte, froide, impitoyable. Et quiconque pose le pied sur sa surface paie son tribut, par la santé, par la raison, par la vie. L'histoire retiendra leur nom, les manuels raconteront l'exploit, mais derrière chaque nom, il y a une tragédie. Des parents ayant enterré leurs enfants, des enfants ayant grandi sans parents, des conjoints ayant vieilli dans la solitude. Tous sont les victimes invisibles des ambitions martiennes. Leur douleur est incommensurable, leurs pertes ne peuvent être compensées par aucune découverte scientifique. Ils ont payé un prix qu'ils n'avaient pas demandé. Pour un rêve qui n'était pas le leur, pour un futur qu'ils ne verront pas. C'est injuste, c'est cruel, mais c'est la réalité. Une réalité que nous avons créée en choisissant le prestige au détriment de l'humanité. Et tant que nous ne changerons pas nos priorités, Mars continuera de prélever son tribut sanglant. Si cette vérité vous a secoué, si vous voulez continuer à apprendre ce qu'on nous cache, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu, car l'espace est magnifique de loin, mais de près, il tue, et nous devons nous en souvenir avant d'envoyer des humains vers les étoiles.